Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le projet de loi numéro 15? Comme il n'y a pas d'autres interventions, le projet de loi numéro 15, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives, est-il adopté? Adopté. Les affaires... La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader du gouvernement, pouvez-vous nous indiquer la suite des travaux, s'il vous plaît? Oui, alors pour la suite, je vous demanderai d'appeler l'article 18 du feuilleton. Donc, à l'article 18 du feuilleton, Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux propose l'adoption du projet de loi numéro 15, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives. Y a-t-il des interventions? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'ouvrir la séance. Je suis particulièrement fier et heureux de me lever aujourd'hui en cette Chambre pour l'adoption du projet de loi 15, projet de loi dans lequel j'ai investi énormément d'efforts et de temps, car pour moi, la protection de nos enfants, c'est primordial. En fait, c'est la priorité. Cette loi, qui date maintenant de 40 ans, n'a jamais vraiment été dépoussiérée. Il y a bien eu quelques ajustements au fil du temps, mais rien de cette ampleur, Madame la Présidente. C'est ni plus ni moins une réforme en profondeur adaptée aux réalités d'aujourd'hui, et il était temps. Et en fait, c'était plus que temps, Madame la Présidente, de s'y attaquer. Moins d'un an après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, nous livrons la marchandise. L'adoption de ce projet de loi va changer la donne, notamment parce que nous sommes attaqués à des concepts complètement dépassés en 2022. Pour débuter, nous avons introduit un préambule qui n'existait pas dans l'ancienne loi, soit celui de venir dire que l'enfant est dorénavant la priorité lorsque vient le temps de prendre des décisions le concernant. Cela peut sembler anodin, mais il n'en est de rien. Nous avons ainsi répondu favorablement à l'une des recommandations de la Commission Laurent. Nous avons également revu la notion de confidentialité qui posait un problème dans bien des cas, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations et ce, pour le bien de l'enfant. Dorénavant, la DPJ sera tenue de transmettre de l'information jugée essentielle et pertinente à un tiers lorsque la situation le nécessite. Dans l'intérêt de l'enfant et afin d'éviter des drames ou des situations potentiellement à risque, il est nécessaire que tous collaborent afin d'assurer la protection de nos jeunes. Ce changement, pour moi, était non négociable. Trop de familles ont été brisées en raison de cette notion. Je n'en veux plus. Autre point majeur que nous avons introduit dans la loi à partir de maintenant et pour l'avenir, il faudra s'assurer que les enfants confiés à la DPJ ou en famille d'accueil puissent s'épanouir pleinement sans avoir à vivre des situations qui peuvent engendrer des troubles d'attachement sévères parce qu'ils passent d'une famille d'accueil à leur famille biologique trop souvent. Il faut arrêter ce qu'on a communément appelé le ballottage des enfants, Madame la Présidente. L'idée ici n'est pas d'enlever les enfants à leurs parents, bien au contraire. Ceux-ci auront toujours un rôle primordial à jouer, mais à un moment donné, c'est l'enfant qui pâtit des allers-retours incessants, et ça, c'est excessivement nocif pour le développement de nos jeunes. Un autre point très important, et qui a été réclamé par de nombreux groupes, est l'introduction de la notion d'exposition à la violence conjugale. Dorénavant, celle-ci devrait être prise en considération lors de l'intervention de la DPJ. S'il y a risque de compromission, des actions devraient être posées immédiatement. Une formation sera d'ailleurs offerte à tous les intervenants afin qu'ils soient en mesure de détecter celle-ci, car l'exposition à la violence conjugale peut parfois prendre des formes insidieuses. L'ajout suivant a été fortement recommandé par ma collègue et députée de Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que par la Commission Laurent, et c'est avec plaisir que nous avons pu introduire
l'accompagnement lors de la transition des jeunes à la vie adulte. Maintenant, ceux-ci pourront bénéficier de services de l'État pour les aider à s'accomplir lorsqu'ils auront atteint l'âge de 18 ans, et ce jusqu'à 25 ans. C'est une avancée majeure et importante pour les jeunes adultes qui se retrouvaient plus souvent qu'autrement livrés à eux-mêmes. Ces situations peuvent engendrer des problèmes graves comme l'itinérance. La nouvelle mouture de la loi ajoute un chapitre nouveau tenant compte des réalités autochtones. Nous adaptons plusieurs dispositions de la LPJ aux Premières Nations et Inuits afin de mieux répondre aux besoins des enfants autochtones et de favoriser une plus grande participation des communautés et des organismes autochtones en milieu urbain aux moyens à mettre en place afin de soutenir les familles et d'assurer la continuité culturelle. D'aucuns diront que nous n'allons pas encore assez loin, mais au lieu de voir le verre à moitié vide, il serait bien mieux de voir la réelle volonté de notre gouvernement de travailler de concert avec les peuples autochtones. Enfin, en ce qui concerne l'intervention judiciaire, les modifications apportées à la loi sur la protection de la jeunesse assurent notamment la représentation systématique des enfants par avocat au tribunal. De plus, les ordonnances visant la permanence du projet de vie de l'enfant dans un milieu de vie substitut devront tenir d'abord compte de l'intérêt de l'enfant et ensuite assurer une continuité et une stabilité. Notre gouvernement est en action et dans la bonne direction afin d'améliorer les services offerts aux jeunes et aux familles et de mieux protéger les enfants du Québec. Plusieurs actions ont été déployées au cours des dernières années, notamment afin de consolider les services en protection de la jeunesse. Et, tellement important pour moi, le plan du gouvernement améliorera la qualité et l'accès aux services de proximité pour nos jeunes en difficulté et leurs familles et misera sur des services qui seront adaptés selon l'intensité des besoins pour soutenir le développement optimal des jeunes, et cela en amont de la DPJ. Bref, Madame la Présidente, nous avons travaillé très fort, mon équipe et moi, de concert avec les équipes du ministère, tant cliniques que juridiques, qui ont mis tout leur cœur malgré tous les autres dossiers qu'ils ont à gérer. Ils ont toute ma reconnaissance et ma gratitude pour ce travail colossal. Je tiens également à remercier les oppositions qui nous ont permis de bonifier ce projet de loi. J'en profite pour souligner particulièrement l'appui indéfectible dont a fait preuve la députée de Notre-Dame-de-Grâce lors de l'étude détaillée. Je sais qu'elle croit en notre réforme depuis le début. Elle a su défendre ses points de façon remarquable afin d'améliorer considérablement celle-ci. Et tout comme moi, elle l'a fait pour nos enfants présents et à venir. Je tiens à la remercier publiquement pour cette excellente collaboration. Je suis persuadé que ce travail que nous avons fait tous ensemble permettra d'améliorer l'avenir de nos jeunes. J'y crois fermement. Un mot également pour tous ceux qui sont venus en consultation particulière et qui nous ont déposé un mémoire. Je vous ai tous lus et écoutés avec le plus grand intérêt, et chacun a été motivé par la motivation la plus noble, celle d'améliorer l'avenir de nos enfants. Et pour terminer, je tiens à remercier Mme Laurent ainsi que tous les commissaires qui ont fait un travail de fond remarquable en nous remettant un rapport étoffé qui nous a permis de réformer cette loi, et ce, en moins d'1 an. Bien entendu, Madame la Présidente, notre travail ne s'arrête pas ici et nous poursuivrons la mise en œuvre de ce chantier colossal que nous avons entrepris. Il en va de l'intérêt de tous nos enfants. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maintenant, je suis prête à céder la parole au prochain intervenant. Je crois que ça va être Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous voilà évidemment à une étape bien importante du projet de loi, soit l'étape de l'adoption, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives. Alors, on se rappelle le tragique et triste contexte de la réforme proposée par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui inclut des recommandations de modifications législatives, soit le décès de la fillette de Granby en avril 2019, la petite Lily, comme l'appelle Mme Laurent,
Et j'ai une pensée aujourd'hui pour la petite Lily. Pour cette dernière étape, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur certains grands thèmes du projet de loi 15 pour qu'on puisse apprécier l'impact que des mots et l'importance qu'on donne à des mots, à quel point ça peut avoir un impact sur le bien-être de l'enfant. Alors, l'intérêt de l'enfant, la considération primordiale. Le projet de loi vient affirmer que toute décision par la DPJ doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant, qui est la considération primordiale, et que la stabilité de l'enfant est un déterminant majeur pour son sain développement. Et bien que le maintien ou le retour de l'enfant dans son milieu familial est privilégié pour assurer cette stabilité, il est conditionnel toujours et toujours à l'intérêt de l'enfant. Un amendement vient clarifier que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime aussi dans le projet de loi, qui vise également à mettre en évidence l'ordre de priorité pour choisir un milieu de vie substitut. Lorsque le maintien de l'enfant dans son milieu familial n'est pas dans son intérêt, l'enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. Lorsqu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à ces personnes, l'enfant doit être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus possible d'un milieu familial. Lorsque le retour, finalement, de l'enfant dans son milieu familial n'est pas dans son intérêt, la décision doit de façon permanente assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. J'ai amené un amendement que le ministre a accepté afin de favoriser le maintien de l'enfant avec sa fratrie dans un même milieu de vie substitut quand la situation est favorable. Et l'amendement se lit, lorsqu'un enfant est retiré de son milieu familial, le maintien de l'enfant avec sa fratrie dans un même milieu de vie substitut doit être favorisé à condition que cela soit dans l'intérêt de cet enfant. Par ailleurs, plusieurs groupes avaient demandé de réduire les délais lorsque le tribunal ordonne de confier un enfant à un milieu de vie substitut. Nous avons plaidé que le temps des enfants est différent à chaque âge et à chaque étape de leur développement. Malheureusement, notre amendement a été rejeté, mais le concept, évidemment, est bien compris par le ministre et son équipe. Donc, une nouveauté dans le projet de loi, c'est le fait d'inclure celui du droit de l'enfant ou adolescent d'être représenté. Chaque enfant a un droit d'être représenté par un avocat. Et donc, il faut y revenir sur la commission spéciale qui avait dit qu'actuellement, à présent, la représentation des enfants est variable et peu encadrée. Donc, cet amendement vient répondre à cette préoccupation. La plupart des enfants sont représentés par avocat devant le tribunal grâce à l'aide juridique. D'ailleurs, les avocats permanents de la Commission des services juridiques représentent, Madame la Présidente, plus de 12 000 enfants par année devant le tribunal. Et le commentaire de la Commission, c'est que toutefois le travail de représentation des enfants s'avère complexe et les règles pour l'encadrer sont insuffisantes. Donc, il faudra porter une attention toute particulière à ce nouveau droit pour assurer l'efficacité et l'impact voulu par le ministre pour les enfants et par la société, évidemment. Donc, autre changement bien important que je voudrais souligner, c'est la création de ce poste de directeur national de la protection de la jeunesse, étape des directeurs, bon, surtout le directeur. En novembre 2020, on se rappelle, lors d'observations et de recommandations préliminaires, la commission spéciale recommandait qu'un directeur national de la protection de la jeunesse ayant un statut de sous-ministre soit nommé. La commission soulevait à l'époque un problème de leadership et de reddition de comptes au sein de la protection de la jeunesse et elle recommandait aussi que cette autorité provinciale aurait notamment pour fonction d'exercer un suivi rigoureux des services aux enfants et aux familles et de mesurer les effets des interventions. Je pense que c'est un commentaire important. On a eu l'occasion, d'ailleurs, non seulement lorsqu'on a adopté cet article, mais aussi tout au long, on a pu poser des questions à la directrice nationale qui a pu répondre à nos préoccupations ou tout simplement une compréhension du fonctionnement du système avant d'adopter certains amendements. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié sa collaboration et son éclairage. En mars 2021, le gouvernement a nommé une première, donc c'est Catherine Lemay, cette première directrice dont je vais vous parlais, qu'on a eu l'occasion d'échanger avec tout au long de l'étude du projet de loi.
Elle s'assure donc du suivi des trajectoires de soins et de services des enfants de la DPJ, détermine les orientations et les normes de pratique clinique et de gestion et exerce les contrôles requis pour assurer que les interventions à la DPJ respectent les standards généralement reconnus et soient adéquates sur les plans à la fois scientifiques, humains et social. De plus, elle doit exercer un leadership et soutenir l'action des directeurs dans l'exercice de leurs responsabilités, coordonner toute l'intervention impliquant l'intervention de plus d'un directeur ou celle d'une autre autorité compétente. J'ai eu l'occasion de parler de la table qui a été créée, qui était un forum, une fois, c'était la table, mais c'était pas la table, je ne m'en rappelle plus, l'Association des centres jeunesse du Québec. Donc, j'ai eu l'occasion de parler. Donc, cette table va produire un rapport parce qu'ils vont faire des échanges sur les meilleures pratiques et s'assurer qu'il y a une cohésion et cohérence dans les actions qu'ils posent dans tous les territoires du Québec. C'est bien important de le mentionner parce que c'est inégal, l'application de la loi dans les territoires, pour différentes raisons. D'ailleurs, la commission spéciale a dédié un chapitre complet sur les impacts. Donc, j'en viens à la violence conjugale. Le ministre y a fait référence. C'est bien important de souligner le travail qui a été fait concernant la violence conjugale. La commission spéciale, d'ailleurs, a dédié un chapitre ou avait dédié un chapitre complet sur les impacts des conflits familiaux et de la violence conjugale sur les enfants, le chapitre 12. Selon la commission, l'intervention selon des services de protection de la jeunesse dans les cas de violence conjugale et de conflits sévères de séparation est un des enjeux ayant fait l'objet du plus grand nombre d'appels et de courriels à la commission. Imaginez-vous, pendant tous les mois qu'ils ont fait leur consultation, c'était l'enjeu numéro 1. Elle a également reçu de nombreux témoignages à ce sujet lors des auditions publiques et des forums régionaux, et ceux-ci ont soulevé de nombreux problèmes, notamment le manque de formation des intervenantes, les difficultés de collaboration entre les différents organismes et l'exercice de parentalité lors de ces conflits. Selon la Commission, l'exposition à la violence conjugale fait partie des catégories les plus fréquentes d'incidents fondés en protection de la jeunesse. Elle souligne aussi que l'agressivité du parent violent peut faire vivre aux enfants un climat de peur et d'insécurité. Selon les victimes, experts entendus, la violence conjugale a des répercussions sur le développement et le bien-être des enfants. Cette violence affecte leur sentiment de sécurité et de bien-être, en plus d'entraver leur développement. Les enfants vivant dans un contexte de violence conjugale ont davantage de problèmes de santé mentale et physique. Ils sont également plus à risque de reproduire des modèles relationnels violents dans leur vie en devenant à leur tour victimes ou agresseurs. Selon ce qu'a entendu la Commission, le vécu des enfants n'est pas toujours pris en compte et des témoins ont souligné qu'il est important d'écouter les enfants qui vivent des situations de violence conjugale. L'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales affirme que lorsque l'enfant exprime des peurs, ils ne sont pas entendus. On priorise le droit de contact des parents au détriment de l'intégrité psychologique et physique des enfants. Dans un mémoire déposé à la Commission, le refuge de l'Ouest de l'île a dénoncé le fait que les intervenantes de la DPJ ne reconnaissent pas le vécu des enfants et ne respectent pas leur rythme. Il mentionne également la pression exercée sur les enfants pour reprendre contact rapidement avec l'agresseur, même s'ils disent qu'ils ne sont pas prêts. La Commission constate que les enfants vivant dans un contexte de violence conjugale ou familiale, ainsi que ceux qui sont au centre de conflits sévères de séparation, constituent des victimes trop souvent oubliées. Les commissaires soulignent l'urgence d'intervenir rapidement dans la vie de ces enfants et de leur apporter le soutien et les ressources nécessaires pour leur venir en aide et pour assurer leur bon développement et qu'il est essentiel de bien évaluer les besoins de ces enfants, de les écouter, d'écouter leurs opinions, leur détresse et de les accompagner adéquatement tout en tenant compte de leur rythme. Alors, elle a aussi souligné, puis on a beaucoup parlé avec le ministre de ça, la formation. Et donc, on nous a rassurés qu'il y aura de la formation pour tous les intervenants et intervenantes qui auront à agir, évidemment, en matière de compromission. Et donc, on a été rassurés. Et je vous dirais que ce que le ministre a fait, on a trouvé ça excellent, je l'ai dit hier, c'est on était tous en train de déposer des amendements suite aux consultations qu'on a eues. Le ministre a dit, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais demander à mon équipe, avec des experts, de regarder cette question et d'amener un paquet, si on veut, ou des amendements qui vont être cohérents. Et comme ça, on pourra s'assurer qu'on
on respecte toutes les règles de la législation, etc., mais en tenant compte des endroits importants dans le projet de loi. Alors, on a beaucoup apprécié, ça a pris quelques semaines. Le ministre voulait vraiment que son équipe aille au fond des choses. Et donc, il y a eu des amendements qui ont été apportés. Et on a tous apprécié cette expérience parce qu'on sent vraiment qu'on a pu faire une différence par rapport à cet enjeu qui était souvent un peu, bien, souvent très, très caché. Je vous le dirai parce que j'ai vraiment parlé avec beaucoup d'avocats et de femmes victimes de violences conjugales qui m'ont beaucoup éclairé sur la situation et on est venu vraiment répondre, je crois bien. On verra avec l'expérience, mais j'ai bon espoir et c'est vraiment formation qui va jouer un rôle, notamment les tribunaux aussi, et ça sera donc aux tribunaux d'assurer cette formation. Le ministre l'a mentionné, passage à la vie adulte, un chapitre bien important pour moi dans ce trajet que j'ai pris en matière de protection de la jeunesse. Donc, le passage à la vie adulte, à 18 ans, on n'est pas vraiment adulte. Ça me fait penser à un article que j'avais lu. Ce titre est toujours resté dans ma tête. En effet, plus de 60 des Québécois âgés de 18 à 24 ans vivent encore chez leurs parents. Ça c'est dans la population ordinaire, là, de tous les jours, de tout le monde. Imaginez donc des jeunes plus fragiles que la moyenne laissés à eux-mêmes, laissés à eux-mêmes à un âge où l'on a peut-être atteint la majorité, mais pas la maturité d'un adulte. C'est ce que vivent les jeunes de la DPJ. Comme l'a documenté un groupe de chercheurs dans l'étude sur le devenir des jeunes placés, qui suit un millier d'ex-placés de la DPJ, l'atterrissage dans la vie autonome est difficile, voire brutal. Ainsi, 20 de ces jeunes ont connu au moins un épisode d'itinérance. À 19 ans, à peine le quart ont leur diplôme d'études secondaires. Mal préparés, mal soutenus, beaucoup tombent dans le vide. C'est pourquoi ils ont besoin du soutien du gouvernement. L'étude démontre qu'étendre le soutien de l'État à ceux qui le souhaitent jusqu'à l'âge de 21 ans serait rentable humainement et économiquement. Imaginez jusqu'à 25 ans, jusqu'à 26 ans, comme le ministre a inclus donc, dans le projet de loi. Alors oui, en effet, j'ai interpellé le ministre à de nombreuses occasions lors de l'étude du PL15 afin qu'il garantisse un accompagnement pour les jeunes issus de la DPJ dans ce passage à la vie adulte. Et les jeunes sont venus rencontrer le ministre. Ça a été un moment très, très fort pour moi en tout cas, de cette étude du projet de loi. Et donc, lors d'une conférence de presse, les ex-placés sont venus livrer un message. Le ministre les a rencontrés. Et donc, ils ont parlé d'un programme qui prévoit l'accès aux services de santé physique, mentale, soutien social et communautaire, le logement, le soutien à la scolarisation et à l'insertion à l'emploi et un soutien financier adéquat. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le ministre a eu beaucoup d'écoute vis-à-vis ces jeunes et mes propres paroles. Nous avons bonifié le projet de loi. Un amendement a été présenté par le ministre. Et donc, comme il l'a dit hier, modifiant la loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'était une des clés de la solution. Alors, l'État doit prendre des mesures et évidemment, le ministre a dit qu'il doit prendre le temps pour bien implanter. Il fera des consultations. Alors, on va tous suivre l'évolution de ce dossier. Moi, je vais le suivre avec beaucoup d'intérêt. Et j'aimerais remercier donc les jeunes qui sont venus ici. Ils étaient en haut dans nos estrades, donc quand ils sont venus. Jessica Côté-Guimond, je la remercie. Je remercie Jessie, Steve Gagné, Geneviève Caron, Kevin Champoux-Duquette et Émilie Roy pour le succès, je pense collectivement qu'on a eu, et le succès qu'on aura pour les jeunes, les ex-jeunes placés de la DPJ. Les Autochtones, évidemment, c'est un chapitre le chapitre, bon, j'en parlerai, mais évidemment, c'est une situation plus difficile. Le projet de loi 15 introduit un chapitre qui regroupe de nouvelles dispositions sur les services de protection de la jeunesse destinés aux Autochtones et reconnaît dans son préambule qu'ils sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants. C'était d'ailleurs une recommandation de la Commission Vien sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, d'ailleurs reprise aussi par la Commission Laurent. De nouvelles mesures visant à tenir compte des facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres seront intégrées, comme la possibilité de former des conseils de famille.
Le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour une communauté autochtone ou un regroupement de communautés d'administrer l'aide financière pour favoriser la tutelle coutumière, l'adoption et l'adoption coutumière. Le projet de loi permet aussi de généraliser des ententes comme celles qui sont intervenues entre des bandes Atikamekw et le gouvernement québécois visant la prise en charge par les communautés des services de protection de la jeunesse. Mais la nouvelle loi ne prévoit pas de nouveaux mécanismes pour les communautés qui souhaitent s'affranchir de la loi sur la protection de la jeunesse avec l'implantation de leur propre modèle, autre que ceux existant en vertu de l'article 37.5 de la loi actuelle. Lors du dépôt du projet de loi, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a souligné leur mécontentement quand il écarte des recommandations de la Commission spéciale qui proposait au gouvernement du Québec de permettre aux dirigeants autochtones de créer leur propre loi sur la protection de la jeunesse et de la famille. Et je les cite, « Malheureusement, nous sommes encore devant un gouvernement qui tient absolument à imposer ses lois et ses façons de faire en matière de protection de la jeunesse. Le PL15 n'est pas à la hauteur de nos ambitions puisqu'il ne reconnaît pas notre droit inhérent à l'autodétermination en matière de protection de la jeunesse. » D'ailleurs, la PNLQL a encore réagi cette semaine pour exprimer leurs préoccupations à leur consternation par le peu d'écho que semblent avoir les nombreuses représentations faites devant d'innombrables tribunes qui ont étudié la situation des enfants et des jeunes et qui se trouvent confrontés donc au système québécois de protection de la jeunesse. Selon eux, il est clair que l'objectif poursuivi par les gouvernements des Premières Nations est d'obtenir une pleine autonomie dans la gestion de leur protection de la jeunesse. Or, le gouvernement a plutôt fait le choix d'imposer ce qu'il juge être bon pour les communautés. D'ailleurs, une des recommandations du Conseil de la Nation Atikamekw était de formuler le considérant suivant dans le préambule, considérant que les Premières Nations et les Inuits possèdent le droit à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale, notamment à l'égard de leurs enfants et de leurs familles. En ce sens, le Conseil de la Nation Atikamekw aurait aimé que le gouvernement saisisse l'opportunité de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations émises par la Commission Laurent à l'égard des Autochtones et principalement celles leur reconnaissant une plus grande et réelle autonomie, à savoir permettre aux dirigeants autochtones de créer leur propre loi sur la protection de la jeunesse et de la famille et reconnaître la compétence des dirigeants autochtones dans l'exécution et le contrôle d'application de ces textes. Alors, il faudra, moi, je vous dis, cette expérience et les échanges que j'ai eus et la sensibilisation que les communautés autochtones ont pu nous faire, cette sensibilisation qui nous ont sensibilisés finalement à la réalité. Moi, je suis convaincue que plus tôt, certainement plus tôt que plus tard, il va falloir écouter la voix des Autochtones. Et j'en viens donc à un sujet qu'on a traité vraiment à la fin de l'étude du projet de loi, c'est ce fameux durée maximale d'hébergement. Richard Gay, gestionnaire des services sociaux à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, a écrit une lettre adressée au ministre afin de rectifier ce qu'il appelle certains faits et réaffirmer leur opposition à la formation d'un conseil de famille comme condition pour exempter les enfants autochtones des durées maximales d'hébergement, comme il est prévu à l'article 131.12 du projet de loi. Je le cite dans sa lettre. Il dit « Vous affirmez vouloir conserver un filet de sécurité si l'enfant se trouve dans une situation défavorable, ce filet de sécurité prenant la forme du conseil de famille. Nous réitérons que nous sommes en désaccord avec le fait d'assujettir l'exemption des durées maximales d'hébergement à la mise en place d'un conseil de famille, notamment car celui-ci ne constitue pas une pratique répandue dans l'ensemble des nations et communautés au Québec. Certaines d'entre elles se verraient ainsi imposer une façon inadaptée de gérer leurs services à l'échelle locale par le Québec. Les agences des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, déjà en place dans les communautés, ainsi que les organismes autochtones ayant le mandat d'offrir des services sociaux en milieu urbain, tels que les centres d'amitié autochtones, jouent déjà ce rôle de filet de sécurité auprès des familles en difficulté et des enfants à risque. L'article 131.12, tel que libellé actuellement, a pour effet de créer un traitement différentiel et de porter directement préjudice aux enfants et aux familles qui décident de recevoir des services différents, soit parce qu'ils décident de recevoir des services différents, soit parce qu'ils n'ont pas accès aux services d'un conseil de famille.
Par ailleurs, rappelons que les durées maximales d'hébergement ont été introduites à la loi dans le but d'assurer la stabilité des liens affectifs des enfants confiés en milieu de vie substitut. Cette disposition s'appuie sur une théorie qu'il appelle occidentale de l'attachement, dont l'application au peuple autochtone est hautement contestée, vu notamment les dynamiques familiales différentes au sein des communautés. Alors, il continue en quoi d'exempter les enfants autochtones d'une disposition fondée sur une doctrine occidentale et culturellement inadaptée mettrait-il l'enfant à risque? D'où vient la prétendue nécessité d'ajouter un filet de sécurité? Par ailleurs, la loi regorge d'autres possibilités pour le tribunal de s'assurer de la sécurité de l'enfant. Toute décision rendue par le tribunal doit, application des durées maximales d'hébergement ou pas, l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Et je vous dirais, il a rajouté aussi, enfin, il y a une contradiction entre le fait que le gouvernement refuse d'accepter cet amendement et le considérant qu'on a adopté dans le nouveau préambule qui se lit ainsi, considérant que les Autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée. Alors, je voulais porter leur voix parce que je pense que c'était un moment important pour nous tous les députés, d'être très sensibilisés quand on a devant nous un objectif clair, c'est de protéger les enfants. Le ministre est plein de bonne volonté. Les gens qui travaillent avec le ministre, tout le monde est rempli de bonne volonté. Mais ce qu'il nous demande, c'est de les écouter. Et j'ai été très touchée par ce commentaire et mon collègue, le député de Jacques-Cartier, l'a bien dit hier. On les invite dans des consultations, ils expriment leur point de vue. D'ailleurs, j'étais vraiment agréablement surprise de voir le nombre d'autres groupes de la société québécoise qui appuient cette notion d'autodétermination. Mais quand vient le temps d'apporter un amendement, il n'y a pas vraiment d'écoute et qu'on ne leur donne pas le temps. Donc, il n'y a pas assez de temps de consultation. On ne respecte pas leur notion de temps pour pouvoir échanger convenablement avec les décideurs. Alors, je voulais le mentionner, et ça n'a pas changé, comment dire, c'est important d'apporter leur voix parce que tôt ou tard, comme je l'ai dit, la société québécoise va évoluer, les gouvernements aussi, pour répondre. Et on a été au gouvernement. Je connais exactement les défis pour le ministre. Mais chaque occasion est une occasion d'apprendre, d'apprécier. Pour moi, ça a été un moment important de comprendre que la notion de temps chez les Autochtones est tout à fait différente de la notion de temps pour nous. Et qu'il va falloir tenir compte de ça et leur accorder le respect qu'on leur doit et le respect pour leur capacité de prendre des décisions qui concernent le bien-être de leurs enfants et de leur communauté. Il y a un chapitre dans le temps qui me reste qui est assez bouleversant de la commission Laurent. On n'en a pas parlé en commission parlementaire parce qu'on n'avait pas, c'était pas le moment de le faire, mais c'est le chapitre sur la communauté anglophone et autochtone. Et c'est certainement triste. Je tiens à signaler que le chapitre 11 est bien important dans le rapport. Et je sais, j'ai parlé avec des ex-commissaires qui ont dit qu'ils ont découvert quelque chose qui les a vraiment surpris et qu'il faut miser sur l'importance d'assurer un accès équitable aux services de prévention et de protection de la jeunesse aux enfants et leurs familles d'expression anglaise au Québec. Donc, le constat de la commission spéciale, pour établir un lien de confiance, les enfants et leurs familles ont besoin que le soutien soit offert dans une langue qu'ils comprennent. Les régions font face à une pénurie de ressources et de main-d'œuvre anglophone, malgré des besoins criants. Elle souligne l'Estrie, l'Outaouais notamment, dans les autres régions du Québec, des services quasi inexistants, donc tout à fait différents de la réalité montréalaise, bien qu'à Montréal, les services consacrés aux familles d'expression anglaise se détériorent. Alors, il recommande de garantir l'accessibilité des services en anglais aux enfants et aux familles partout au Québec et d'octroyer un mandat suprarégional à un ou des établissements pour offrir des services de réadaptation aux enfants d'expression anglaise. J'ai fait le tour du Québec quand j'ai eu la responsabilité. J'ai été nommée ministre responsable de la communauté anglophone. Je suis allée visiter toutes les communautés anglophones partout au Québec et je vous dirais, ça m'avait beaucoup frappée.
il y a beaucoup de pauvreté, contrairement à ce qu'on peut imaginer, beaucoup de pauvreté, de fragilité, et il y a un manque de ressources importantes pour les enfants qui ont des problèmes de développement et de comportement. Et des fois, c'est vraiment pour réussir à l'école, donc des enfants autistes, etc., il n'y a pas d'appui. Et on comprend, ce serait vrai pour d'autres communautés, notamment les Autochtones aussi. Il va falloir porter, ce que la Commission demande, c'est d'apporter une attention particulière à cette situation. J'ai vu par ailleurs les CIUS et les CIS avoir une relation avec les organismes qui représentent les anglophones. Et ça m'a rassurée. C'est peut-être pas partout, mais honnêtement, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours à l'écoute et ils se connaissaient. Mais il y a une fragilité dans ces communautés, il va falloir porter attention. Famille d'accueil, un enjeu important. Il y a eu plusieurs reportages. C'est évidemment, et le ministre l'a évoqué lorsqu'on voulait étendre la possibilité pour ceux qui sont en famille d'accueil de rester jusqu'à 21 ans, c'est ce manque de familles d'accueil au Québec. Geneviève Rioux, la présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, croit que pour en attirer de nouvelles et conserver celles qui jouent déjà ce rôle important, le gouvernement doit faire tomber bien des obstacles. La commission spéciale, d'ailleurs, s'est penchée sur cette question et son rapport contient une série de solutions, notamment d'alléger les critères de recrutement qui sont actuellement trop stricts et non identiques d'une région administrative à l'autre. On se demande, et je les cite, alors si le directeur national de la protection de la jeunesse imposera une norme générale quant aux critères pour recruter des familles d'accueil. Donc, c'est matière à réflexion et je pense que la nouvelle directrice, c'est justement le genre de rôle qui tombe dans son mandat. En conclusion, évidemment, cette réforme, c'est un pas géant en avant, des changements importants qui répondent pour la plupart des recommandations de la Commission Laurent. Mais il y a tout autre type de mesures qui touchent la première ligne, des mesures de prévention qui ne sont pas des mesures législatives. Mais on sait qu'il y a deux grands problèmes. C'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le projet de loi ne peut pas tout régler. Depuis la pandémie, le nombre de signalements de la DPJ est en hausse. La liste d'attente pour une évaluation après un signalement ne cesse de s'allonger. Les départs parmi le personnel expérimenté se multiplient. Alors, la commission spéciale recommande, pour valoriser, soutenir et reconnaître les intervenantes, revoir la charge de travail des intervenantes pour assurer des services de qualité, assurer la sécurité physique et psychologique des intervenantes, offrir un meilleur soutien et un meilleur encadrement aux intervenantes, améliorer la formation initiale et le développement professionnel. Aussi, le ministre est aussi très partisan d'une première ligne très, très forte. La prévention, on a parlé de plusieurs exemples où des belles collaborations entre les CIUS, les CIS, les CLSC et les organismes du terrain. Lorsqu'un signalement, lorsqu'ils reçoivent un signalement, il y a certains qui ont eu le réflexe d'aller voir si l'appui à la famille, sachant que c'était peut-être pas une situation de compromission vraiment, mais tout simplement une inquiétude, et donc de tendre la main à des organismes communautaires qui viennent, sécuriser la DPJ, mais aussi, évidemment, en travaillant avec la famille et les enfants, puis ça donne des résultats. Donc, pour ça, évidemment, ça va prendre des programmes, et je sais que le ministre a, dans son apron, beaucoup de projets et une continuation à faire, mais ça va prendre un financement important pour soutenir les organismes. Ce message-là, on le reçoit beaucoup. Ils sont mal en point. La COVID a fait beaucoup de mal aussi, la période de la COVID. Autant du niveau de la compromission, mais aussi les organismes communautaires qui ont été fragilisés. Donc, il va falloir porter une attention particulière à la solidité de cette première ligne. En conclusion, je tiens à souligner que notre formation a été présente à chaque séance de l'étude détaillée afin de plaider pour les différentes recommandations des groupes ayant édité un mémoire. Nous sommes fiers de notre participation. Moi, je suis particulièrement fière d'avoir participé à cette commission. Un projet de loi extrêmement important pour nos jeunes et nos enfants. Et à chaque étape du projet de loi et chaque intervention, nous avons tenu compte ensemble de l'intérêt de l'enfant primordial, une considération primordiale. On a amené donc des modifications
Le ministre et son équipe, je veux saluer le ministre et son équipe. Ils ont démontré tout au long une ouverture pour expliquer tout. Et puis, bon, une fois qu'on a compris l'explication, soit que je retirais l'amendement, ça me semblait évidemment, des fois on le gardait quand même. Parfois, le ministre a amené l'amendement. Ça a été, l'atmosphère a été vraiment, je vous dirais, extraordinaire. Je sentais que tout le monde avait à cœur une chose, le bien-être de l'enfant et du jeune. Tout le monde qui était autour de la table. Tous les députés du gouvernement et des oppositions. Et on a bien échangé. Je me souviendrai toujours de cette belle expérience ici à l'Assemblée nationale. Donc, nous allons voter pour l'adoption du projet de loi. C'est une avancée pour la protection de la jeunesse. Il faudra suivre les actions, évidemment, du gouvernement et toutes les autres recommandations du rapport de la Commission Laurent. Encore une fois, je remercie le ministre et je remercie beaucoup aussi son équipe qui nous ont accompagnés pour atteindre ce résultat vraiment magnifique aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée. Avant de céder la parole au prochain intervenant, je vous informe qu'un débat de fin de séance se tiendra aujourd'hui à 13 h en application de l'ordre spécial. Ce débat portera sur une question adressée par Monsieur le député de Lafontaine au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale concernant l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur l'économie et toutes les régions du Québec. Maintenant, nous vous écoutons, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est Jean Lesage, mais je vous en tiens pas rigueur, on se ressemble. Et on est des amis. Donc, pas de problème. Alors, ce projet de loi sur la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse est né dans des circonstances tragiques. Et je me souviens de ce moment au Québec où il y a eu cette tragédie à Granby et ensuite où, finalement, le Québec entier était pris d'un émoi tout à fait légitime et justifié et où les chefs d'opposition et le premier ministre ont décidé de travailler ensemble pour dire qu'il y aura une commission spéciale pour qu'on trouve les causes profondes de ce qui s'est passé et qu'on y amène une solution collective qui se passe au-delà de la partisanerie. Et c'est ce qui s'est passé avec la commission Laurent, à laquelle, évidemment, tout le monde a participé. Et je dois dire que l'étude du projet de loi, ça ne s'est pas passé exactement dans le même esprit. Oui, évidemment, tout le monde, comme le disait la députée de Notre-Dame-de-Grâce, était autour de la table plein de bonnes intentions, puis il y avait tout le monde à cœur, là, disons, je dirais, le bien-être de l'enfant, son intérêt supérieur. Mais clairement, les oppositions n'ont pas participé à la rédaction de ce projet de loi. Et dans le cadre de l'étude détaillée, j'ai été quand même déçu de la quantité d'amendements qu'on a proposés qui n'ont pas été acceptés. Certaines choses l'ont été, des choses avec des conséquences grammaticales, mais plus grammaticales que fondamentales. Ensuite de ça, on présentait des amendements. D'autres étaient proposés de la part du ministre, mais qui n'allaient vraiment pas, disons, rencontrer vraiment les demandes qui nous étaient faites de la part de la société civile, des gens qui sont venus témoigner en commission pour dire ce qu'il fallait bonifier dans ce projet de loi-là. Alors, je le vis comme une déception. J'aurais voulu qu'on ait le même niveau de collaboration tout au long de ce processus-là, pas seulement dans la commission. C'est un projet de loi en faveur duquel on va voter parce qu'il est bon pour les enfants québécois. Par contre, il y a quand même quelque chose de majeur et à voir comment il est reçu par plusieurs groupes, plusieurs communautés autochtones, plusieurs groupes de la société civile, plusieurs groupes politiques autochtones aussi. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir là une autre occasion historique ratée. Et je ne pense pas que c'est un projet de loi qui est bon pour les enfants autochtones parce qu'il n'atteint pas le niveau qui nous était demandé, le niveau de réforme, le niveau de changement. Alors, c'est pour ça que j'ai un sentiment mitigé. On va voter pour, il est bon pour les enfants québécois, mais en même temps, je
Je trouve ça inacceptable qu'on soit encore au Québec à dire aux Autochtones, en théorie, on reconnaît que vous êtes les mieux placés pour vous occuper de vos enfants, puis ensuite de ça, que dans un projet de loi, on leur impose des structures qui font tout à fait le contraire, en fait, puis qu'on ne se rende pas à leurs arguments lorsqu'ils disent « laissez-nous faire, nous avons une culture différente. Les raisons pour lesquelles vous faites des choses qui sont bonnes pour vous ne s'appliquent pas chez nous et fait que les solutions adaptées pour vous ne le sont pas pour nous. » C'est un message clair, c'est tellement simple. Et on dirait que en fait, pas comme société, parce que je pense que de plus en plus, la société québécoise chemine vers là, puis est prête à entendre ça et comprend ça de plus en plus. Mais le gouvernement, ça a bloqué. Est-ce que ça a bloqué du point de vue ministériel ou ça a bloqué ailleurs dans le gouvernement? On n'aura jamais le fin détail. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'attriste. Le droit à l'autodétermination, pour faire quelque chose d'aussi crucial que ça, là, il ne peut pas être limité par des considérations du genre « c'est trop compliqué parce qu'il y a plusieurs communautés, parce qu'il y a plusieurs nations, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est à la fois dans une communauté, puis après ça, il sort, puis il est en milieu urbain, qui va s'en occuper? » Tout ça, ça s'arrange. Ce sont des choses qu'on est capable de faire. Puis surtout, là, à partir du moment où on dit « c'est les Autochtones qui décident », bien, je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver d'autre que des solutions qui sont choisies par eux et qui, lorsqu'elles seront imparfaites, comme tous les peuples prennent des décisions imparfaites, et je nous inclus là-dedans, bien, ils vont les améliorer, ils les auraient améliorées comme nous, on essaie d'améliorer nos processus qui ne sont pas bons, comme nous, on essaie d'améliorer, puis qu'on a réussi, je pense, à améliorer la protection de la jeunesse dans le cadre de ce projet de loi-là. Alors, c'est mon amère déception par rapport à tout ça qui fait que j'ai un peu moins envie de fêter. Même si je reconnais les grandes avancées pour la protection de la jeunesse et pour les enfants québécois qui sont amenés par ce projet de loi-là. Un autre angle mort qui a été pointé du doigt, c'est la question de la violence conjugale. Au début, le projet de loi n'en contenait rien là-dessus et finalement, il y a eu des amendements qui ont été amenés, mais 2 amendements. Et puis quand on a voulu aller plus loin pour vraiment répondre aux demandes concrètes des gens sur le terrain qui disent comment s'opérationnalise la loi, puis comment des fois la loi, sans le vouloir, bien, met des enfants en danger, puis met des femmes en danger aussi, des personnes victimes de violences conjugales, pour dire les choses plus largement encore. Et j'ai trouvé ça dommage. Il y a eu des gens en commission parlementaire, puis je ne sais pas pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout. T'sais, à la fréquence à laquelle on ouvre ce genre de loi-là et à laquelle on fait ce genre de réforme-là, ça arrive tellement pas souvent. Je me dis, ce petit pas de plus qu'on pouvait faire chaque fois, bien, on ne l'a pas fait jusqu'au bout. Et c'est une autre de mes déceptions par rapport à ce projet de loi. Je voulais le mentionner avant de voter pour, parce que c'est le genre de choses qui arrivent lorsqu'on est dans une situation, comme opposition, d'impuissance. On arrive dans une commission, puis on a la minorité des votes, puis on fait des choses, puis après ça, bien, c'est Woody Allen, je pense, qui disait la dictature, c'est... ah ben là, c'est mal poli de dire ça, la première phrase, mais après ça, il disait, c'est comme ferme-la, puis on dit de la démocratie, c'est cause toujours. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'on a pas mal plus parlé qu'on a été entendu, oui, là, entendu au sens des... Ça a été perçu, ce qu'on a dit, mais ça n'a pas été intégré au projet de loi jusqu'au bout. Et je le dis maintenant parce que c'est le genre d'erreur historique qu'il ne faut jamais faire, qu'on n'aurait jamais dû faire, mais qu'il ne faut surtout pas faire à nouveau. Et les conséquences de cette erreur historique, là, elles vont ressurgir dans les prochaines années. Il va y avoir des problèmes qui vont être liés au pas que nous n'avons pas fait. Je le dis maintenant parce que je trouve ça triste, mais il faut qu'on le sache, puis quand ça va ressurgir fatalement, là. Les systèmes entraînent des conséquences et c'est difficile à empêcher. Il faut changer les systèmes pour empêcher ces conséquences-là. Mais quand ça va arriver, j'espère qu'il y aura plus d'oreilles partout et plus de sensibilité pour qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout par rapport à ça. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ça fait le tour de mes considérations sur ce projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le député de Jean Lesage.
Madame la députée de Joliette, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je suis heureuse à mon tour de prendre la parole sur cet important projet de loi qui vient réformer la loi sur la protection de la jeunesse. Je veux d'entrée de jeu saluer mon collègue, le député de René Lévesque, qui a fait un travail très assidu pour le projet de loi, mais qui malheureusement, dans les derniers milles, n'a pas pu être présent là, dans les derniers jours pour l'aboutissement du projet de loi. Il est retenu chez lui pour de petits enjeux de santé mineurs, il ne faut pas s'inquiéter, mais quand même qui ont leur lot d'inconvénients qui fait qu'il ne peut pas être avec nous. Donc, je le salue. Je sais à quel point il a pris ce dossier-là à cœur, à quel point il a porté la voix de beaucoup de groupes et d'intérêts qui nous étaient communiqués et qu'il a communiqué au ministre. Alors, aujourd'hui, bien humblement, je veux juste prendre la parole en son nom pour cette étape ultime de l'adoption du projet de loi. Donc, merci, chers collègues, de tout le travail qui a été fait. Je veux saluer aussi ma collègue de Duplessis, qui a siégé sur la commission Laurent avec, bien sûr, les représentants des autres oppositions et du gouvernement, dont la collègue qui est devant moi. Écoutez, je pense qu'il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait dans cette commission-là. C'est incroyable le nombre d'heures que nos collègues ont investi avec les experts dans la commission. Et je pense que ça a donné de très bons résultats et vraiment, je leur lève mon chapeau. C'est pas eux aujourd'hui qui prennent la parole parce qu'ils ont fait un travail en toute indépendance et ensuite ils ont passé le ballon. Mais on leur doit une fière chandelle d'avoir été présents dans une manière un petit peu différente de comment on fonctionne habituellement. Et je ne suis pas sûre qu'ils ont eu tout le crédit qui doit leur revenir par rapport à tout l'investissement qu'ils ont fait en temps, en cœur, en énergie. Donc aujourd'hui, je veux vraiment leur rendre hommage, leur dire un énorme merci. Donc, écoutez, oui, c'est un projet de loi qui franchit de grands pas, qui nous ramène évidemment au drame de la petite fille de Granby, qui nous a marqués collectivement de manière très forte, très durable et qui, au moins, nous aura poussés à l'action. Alors, il faut au moins se dire qu'il y aura des avancées qui sont sorties de cette terrible tragédie. Mais il faut tout faire pour qu'il n'y en ait pas d'autres, mais évidemment, il faut aussi tout faire pour que le bien-être des enfants soit une préoccupation et une priorité constante, tout en haut de la liste des priorités qu'une société avancée comme celle du Québec peut se donner, celle de protéger, d'accompagner ces enfants, surtout les plus vulnérables. Donc, de ce point de vue-là, c'est certain que le projet de loi, qui est directement inspiré des recommandations de la Commission Laurent, franchit des pas importants. On rappelle encore une fois à quel point l'intérêt de l'enfant doit être au cœur de toutes nos décisions. C'est fondamental. Même chose pour la stabilité, pour assurer une véritable stabilité de l'enfant. Petite parenthèse ici, dans la version précédente de la loi, avant celle qu'on va, j'imagine, adopter sous peu, on parlait de tendre à assurer la stabilité. Une recommandation de la Commission Laurent était vraiment de venir marquer le coup qu'il faut assurer, pas juste tendre à assurer, il faut assurer cette stabilité-là. Et d'ailleurs, c'est mon collègue de René Lévesque qui a amené cet amendement pour s'assurer qu'on soit en droite ligne avec les recommandations de la Commission sur cet enjeu-là important. Donc, je pense que c'est un amendement qui était d'intérêt. Bien évidemment que l'enjeu de la stabilité, de l'intérêt de l'enfant, de s'assurer que tout le monde travaille de manière beaucoup plus intégrée, moins en silo, que du début à la fin, on se préoccupe du parcours de l'enfant, qu'on va tout faire, déployer tout ce qu'on peut faire pour prévenir, mais aussi s'assurer du meilleur accompagnement possible. À cet égard-là, ma collègue de Notre-Dame-de-Grâce en a glissé un mot, mais toute la question de la stabilité, mais aussi de la transition
vers l'âge adulte, des jeunes adultes qui sortent du système de la protection de la jeunesse est fondamentale. Je veux souligner à nouveau qu'à la demande de mon collègue et d'un amendement qu'il a déposé, le collègue de René Lévesque, maintenant, dans les considérants, on va avoir cette préoccupation-là qui va être écrite noir sur blanc en plus d'un article formel dans le projet de loi, de vraiment bien marquer le coup qu'on doit avoir une préoccupation pour la transition vers l'âge adulte. C'est une période extrêmement critique. Le ministre le sait, on le sait tous. On a été très sensibilisés à cette réalité-là, mais on doit faire plus. Donc maintenant, de l'écrire noir sur blanc, comme le suggérait mon collègue, je pense que c'est une belle avancée aussi. Évidemment, je veux parler de la violence conjugale, Madame la Présidente. Ça a été une déception lorsqu'on a lu la première mouture du projet de loi, de voir que toutes les recommandations du chapitre de la Commission Laurent sur la violence conjugale qui était recommandée comme devant faire son entrée comme nouveau motif de compromission, l'exposition par l'enfant à la violence conjugale, que ce n'était pas dans le projet de loi. Mon collègue a sensibilisé le ministre, il lui a suggéré de rencontrer des regroupements, évidemment, de femmes, de maisons d'hébergement, des experts aussi, ce qu'il a fait avec la plus grande ouverture et ça a donné des fruits vraiment intéressants. Donc, on a eu une série d'amendements pour reconnaître finalement la violence conjugale comme motif de compromission. C'est un pas énorme. C'était une recommandation aussi du rapport Rebâtir la confiance, que toute la question de la violence conjugale soit beaucoup mieux prise en compte, notamment en matière de protection de la jeunesse. On a travaillé dans les fins détails le meilleur libellé possible. On aurait aimé aller un peu plus loin, c'est certain, mais on se réjouit minimalement que la violence conjugale soit véritablement reconnue désormais comme un motif de compromission. Je veux d'ailleurs saluer tous les groupes qui se sont mobilisés, qui sont venus en commission parlementaire défendre l'importance de cet enjeu, qui ont rencontré le ministre, qui ont fait des propositions. C'est comme ça qu'on réussit à améliorer les choses et à faire des changements dans la société. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous ces groupes qui ont été d'une aide et d'un éclairage et d'un sens de la conviction très, très précieux. Bien sûr, je veux parler de la question autochtone. On aimerait ça aujourd'hui pouvoir se réjouir à 100% du projet de loi qui est devant nous. Malheureusement, il y a une ombre qui plane sur ce projet de loi, une ombre qui est très sérieuse, malheureusement. Et il faut dénoncer ce refus du gouvernement de vraiment entendre la voix des Autochtones qui ont plaidé, qui ont demandé dans leur mémoire, qui ont refait des représentations jusque dans les tout derniers jours pour essayer de convaincre le ministre, le gouvernement, de vraiment reconnaître à quel point ils doivent être pris en compte et que leur réalité doit être prise en compte. Et vous savez, on aurait souhaité, ils auraient souhaité avoir une souveraineté beaucoup plus grande dans ce qui concerne tout le domaine de la protection de la jeunesse. C'est quelque chose qui a été refusé par le gouvernement. Mais minimalement, ils nous ont demandé que pour ce qui concernait les délais maximaux de placement, ce qu'on appelle le placement à majorité, qu'on reconnaisse leur spécificité, qu'on n'arrive pas avec des nouveaux concepts qui fassent en sorte qu'on soit dans une logique qui est étrangère à leur réalité. Alors, très concrètement, Madame la Présidente, ce qui nous a été demandé, ce qui a été demandé au gouvernement, c'est de permettre qu'il n'y ait pas de placement à majorité, que ce ne soit pas quelque chose qui soit présent quand on parle d'enfants autochtones pour différentes raisons culturelles, par le fait qu'on n'est pas dans la même logique, dans le même rapport à la théorie de l'attachement pour ce qui est des nations autochtones. On a c'est beaucoup plus un sens de la familiarité, de la communauté. Donc, bref, il y a des réalités qui sont propres aux nations autochtones. Je ne m'aventurerai pas à dire que je suis la spécialiste aujourd'hui, mais j'ai beaucoup lu et été très sensible à leurs arguments. Et en fait, maintenant, ce que le projet de loi prévoit, c'est qu'il pourra y avoir un placement à majorité s'il y a une recommandation d'un conseil de famille à cet égard. Or, il rejette le concept de placement à majorité et il rejette le concept
conseils de famille parce qu'à part chez les Atikamekw, qui, on le sait, ont leur propre entente en matière de protection de la jeunesse, donc ils sont dans autre chose, ce n'est pas une réalité qui existe dans les nations autochtones. Donc, de manière fort pertinente, les représentants de la Commission de santé et des services sociaux des Premières Nations ont écrit au ministre, ont écrit à la Commission pour dire que c'est un concept qui nous est étranger. Qui va venir imposer ça chez nous? Qui va décider de mettre ça en place? Donc, c'est du paternalisme, c'est des relents de colonialisme, et ils rejettent ça, et avec raison. Il faut savoir aussi que si on veut aller vers ça, ce que ça va vouloir dire, c'est contraire à l'esprit de la Commission Vien, c'est contraire à la Commission Laurent qui endossait toutes les recommandations de la Commission Vien en matière de protection de la jeunesse, parce que ce que ça peut vouloir dire, c'est que si on exige ça, c'est autant d'enfants qui vont devoir sortir de leur communauté et donc vivre en dehors de leur communauté, de la réalité culturelle de leur nation. Donc, c'est sérieux comme enjeu. Et c'était pas énorme de leur donner ça. Et je ne m'explique toujours pas comment le gouvernement peut penser qu'il est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour la protection des enfants autochtones que les Autochtones eux-mêmes. Comment il est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour les enfants autochtones que la Commission Vien, qui a fait un travail de fond en comble, qui est allé dans le détail de recommandations et qui recommandait justement de ne pas aller vers les délais maximaux de placement, vers le placement à majorité. Noir sur blanc, un appel à l'action très clair que le gouvernement rejette. En plus, comment peut-il penser qu'il est mieux placé ensuite que la Commission Laurent, qui a repris intégralement cette recommandation-là du rapport Vien, qui, évidemment, provient des Autochtones, et comment peut-il penser qu'il est mieux placé que tous ces gens qui se sont mobilisés des Premières Nations pour nous écrire et nous demander de ne pas aller dans cette voie-là? Donc, vraiment, ça dépasse l'entendement. C'est d'autant plus choquant qu'il y a deux considérants dans le projet de loi qui sont opportuns, mais qui malheureusement ne semblent déjà pas respectés, considérant que les Autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée et considérant que la sécurité culturelle est essentielle au mieux-être des enfants autochtones. Donc, en refusant d'entendre la voix de la Commission Vien et de la Commission Laurent, mais surtout des Autochtones, les premiers concernés, le gouvernement lui-même est en train de montrer qu'il fait fi de deux considérants qu'on nous disait pourtant être fondamentaux pour les Autochtones. Donc, une amère déception, une incompréhension, je dois vous le dire, Madame la Présidente, de cette fin de non-recevoir, de respecter la voix des Autochtones dans le dossier de la protection de la jeunesse. Et bien sûr, ça fait suite au fait qu'on a appris que la sécurisation culturelle ne serait pas incluse dans la loi sur la santé et les services sociaux dans la présente législature et qu'il n'y aurait pas de protecteur de l'élève autochtone. Donc, d'amère déception. Alors, c'est dommage, mais je pense que c'était essentiel de le dire. Si on veut travailler de nation en nation et si on veut bâtir de la confiance, bien, il faut entendre ces cris du cœur, il faut entendre la voix des Autochtones, il faut enfin sortir de ces réflexes paternalistes qui, malheureusement, sont ceux qui nous ont menés dans les écueils que l'on vit aujourd'hui. Donc, en terminant, je veux dire qu'il faut rester très vigilant sur des enjeux. Les intervenants du réseau de la protection de la jeunesse, ils doivent avoir un meilleur soutien. On doit valoriser davantage cette profession-là. On doit vraiment s'assurer de s'occuper des intervenants en détresse qui ont une charge de travail, une complexité de travail énorme. J'interpelle le gouvernement notamment pour que la technique en travail social soit bien valorisée et qu'elle puisse faire l'objet des bourses perspectives pour s'assurer qu'il va y avoir de l'attraction parce qu'on les a mis de côté dans les premières moutures de ce programme-là. Il faut envoyer des signaux importants. Il faut que les ressources soient présentes. Il faut que les investissements soient présents. Sans ça, on pourra faire les plus belles réformes du monde. On n'arrivera pas. Il faut aussi s'occuper des familles d'accueil. Malheureusement, on ne va pas aussi loin que ce qu'on aurait souhaité. On aurait vraiment voulu qu'il y ait un signal clair parce que la commission Laurent recommandait vraiment de mettre en place des mesures de soutien financier et clinique mieux adaptées
pour mettre en confiance les familles d'accueil, pour favoriser leur stabilité, pour favoriser leur présence, le fait qu'on puisse en recruter. C'est un énorme enjeu, cette question-là. Donc, j'espère que ça va rester sur l'écran radar du ministre et qu'il va s'en préoccuper. Aujourd'hui, on franchit un pas important et je pense qu'on peut être fiers collectivement dans l'ensemble, sauf évidemment le gros problème que j'ai soulevé du pas qui est franchi. Il faut rester très vigilant sur comment cette réforme-là va être appliquée, s'assurer qu'elle va répondre aux objectifs qu'on s'est donnés, à l'intention qu'on a poursuivie autant dans les travaux de la Commission Laurent que dans la mouture du projet de loi. Et il va falloir s'assurer que les moyens soient présents sur le terrain pour que ça se déploie à la hauteur des ambitions que l'on doit avoir, pas pour nous, Madame la Présidente, mais pour les enfants, pour les plus vulnérables dans notre société, pour les enfants qui ont besoin d'accompagnement, de protection et leurs familles qu'on espère pouvoir outiller le mieux possible parce que j'espère que on va se dire un jour qu'au Québec, on en a fait une véritable priorité, qu'on est à l'avant-garde, qu'on a fait des différences incroyables, puis que dans 10 ans, on va voir les résultats de ça, puis on va dire on a de quoi être fiers, parce que malheureusement, dans les dernières années, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, il est le temps de se tourner vers l'avenir. Espérons qu'aujourd'hui, avec ce projet de loi, c'est un premier jalon pour y arriver pour nos enfants. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le projet de loi numéro 15? Comme il n'y a pas d'autres interventions, le projet de loi numéro 15, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement, pouvez-vous nous indiquer la suite